Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Des inégalités criantes, voilà ce que révèlent les données relatives à l'indice de position sociale des établissements scolaires en France. Alors comment interpréter les chiffres et surtout, comment faire pour réduire ces inégalités? On en parle tout de suite avec nos invités. En deuxième partie d'émission, on se plongera dans la féerie de Lumière en scène au parc de Saint-Cloud, près de Paris, esprit de Noël garanti. Puis enfin, comme chaque lundi, on retrouvera Loïc Landreau pour sa chronique. Alors, on pensait qu'il nous avait tout fait, mais non. Après la gomme, le crayon, le stylo, l'effaceur et le compas, aujourd'hui, nous serons tous sur l'histoire du blanc correcteur. Loïc Landreau qu'on retrouve d'abord pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec le Conseil des ministres des enfants qui s'est tenu à Matignon tout au long de la journée. Au lendemain, effectivement, de la Journée internationale des droits de l'enfant, Elisabeth Borne a accueilli une vingtaine de jeunes de 8 à 12 ans issus du réseau des associations d'aide à l'enfance. Leur mission, formuler des propositions sur l'environnement, la santé, le handicap, le numérique, l'accès au sport et bien sûr, pour ce qui nous concerne, l'école. Ces réflexions ont ensuite été présentées aux ministres concernés, dont Pap Ndiaye, une initiative qui intervient après un rapport de l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme sur une dégradation de la situation des mineurs en France. Un autre appel à mieux protéger les mineurs de notre pays, c'est celui de la présidente de l'Assemblée nationale qui plaide pour un MeToo de l'enfance. Les enfants parlent et les adultes ne les entendent pas. Ce sont les mots de Yael Braun-Pivet, interrogée par le JDD hier. Elle souhaite une mobilisation franche et solide et rapide de tous les acteurs de la société. Je la cite, « Les chiffres des violences dont les enfants sont victimes sont effrayants. Ils ne savent pas forcément que les faits dont ils sont victimes ne constituent pas la norme et sont interdits par la loi. Il y a des progrès à faire dans les institutions et les établissements scolaires. » Et elle poursuit, « Les enfants ressentent trop de passivité face à des situations qui nécessiteraient des réactions fortes des adultes face à des violences ou des harcèlements. Trop d'histoires arrivent dans les tribunaux car on a laissé la situation se dégrader en dépit d'alertes. » Voilà, Yael Braun-Pivet salue les récentes lois votées sur les violences éducatives ordinaires, le harcèlement et le consentement, mais elle souhaite qu'on s'assure qu'elles soient réellement mises en œuvre sur le terrain. Au cœur de l'actualité également, cette proposition de loi sur le retour de l'uniforme à l'école. Et c'est une réponse claire à la hausse massive des atteintes à la laïcité ces derniers mois dans toute la France. Vendredi, 7 députés de la majorité ont présenté aux dirigeants du groupe Renaissance une proposition de loi visant à favoriser, je cite, « le port d'une tenue scolaire commune ». Un groupe de travail doit maintenant étudier le sujet avant de soumettre officiellement le texte à l'Assemblée nationale. Les initiateurs de ce projet veulent provoquer le débat dans leur camp. Et s'il n'est pas l'auteur du texte, le président du parti Renaissance, Sylvain Maillard, se dit favorable au principe d'une tenue uniforme à l'école. La laïcité, un thème sur lequel Pap Ndiaye a notamment été interrogé ce week-end. Pendant 3 jours, le ministre de l'Éducation a visité pas moins de 8 écoles, collèges et lycées à Marseille et il s'est arrêté chez nos confrères de La Provence pour une longue interview. Il a notamment réaffirmé l'urgence de mieux réguler les réseaux sociaux qui encouragent, selon lui, le contournement de la loi de 2004. Il précise néanmoins que dans la plupart des cas, le dialogue entre l'élève, ses parents et les équipes éducatives suffit à régler le problème autour des habits à intention religieuse. Et si cela ne suffit pas, Pap Ndiaye rappelle que des sanctions très précises sont prévues et qu'il faut les appliquer avec sang-froid, discernement et fermeté. Merci Loïc. Alors que révèle l'indice de position sociale sur l'état de l'école? Comment lutter contre les inégalités? C'est la question du jour, on en parle tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Lisa Kamenirsik. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour, vous êtes enseignante et chroniqueuse. J'accueille également Noémie Ledonné. Bonjour. Bonjour Virginie Guillaume. Vous êtes analyste à la direction de l'éducation et des compétences à l'OCDE. Merci à toutes les deux d'être là. On va parler d'indice de position sociale. Il est né il y a seulement 6 ans, notamment grâce à vous. J'aimerais qu'on puisse tout comprendre effectivement de ce que ça représente, de ce que ça implique et à quel point on peut parler d'inégalité sociale, je vais y arriver, lorsqu'on parle d'IPS. Mais avant cela, expliquez-moi ce que c'est que l'IPS, précisément, s'il vous plaît, Noémie Ledonné. Alors oui, c'est un indice dont j'ai contribué à la construction il y a une dizaine d'années de cela, quand j'étais en fait en poste au ministère de l'Éducation nationale, donc à la DEP, qui sort aujourd'hui, il y a quelques jours, cet indice. En fait, l'idée initiale, c'était de synthétiser les informations qu'on a sur les professions des parents,
pour synthétiser donc cette information, sachant que en fait les parents ont donc des élèves ont des professions et en général ces professions-là vont de pair avec tout un ensemble de dimensions, de pratiques dans la vie quotidienne et de styles de vie qui impactent donc les résultats des élèves. Ces dimensions, ce sont la richesse des parents, les possessions au domicile, les activités culturelles et scolaires, extrascolaires de l'élève, les pratiques culturelles, etc. Donc l'idée, c'était de synthétiser toute cette information en un indice. Et donc on a attaché à chaque profession une valeur qui représente une valeur une prédiction de la réussite scolaire de l'élève. On peut dire que finalement, la catégorie socio-professionnelle, parce qu'on appelle ça comme ça, en tout cas à l'époque, la CSP, Lisa Kamanerstig, influe sur l'apprentissage des élèves. Il est certain que quand on grandit dans une famille dans laquelle il y a des pratiques culturelles telles que la lecture, la fréquentation des musées, la pratique d'un loisir, de la musique par exemple, l'équitation pour les filles, le tennis, des choses comme ça. Souvent, ce sont effectivement des enfants qui réussissent bien à l'école. Oui, c'est sûr. C'est assez logique et ils réussissent mieux que les enfants à qui on propose uniquement des jeux vidéo toute la journée, qui font leurs devoirs parfois tout seuls à la maison sans leurs parents, avec parfois quelqu'un qui les garde qui ne parle pas très bien le français. Voilà, c'est certain. Donc l'Éducation nationale a donc rendu public effectivement l'indice de position sociale des établissements scolaires dans toute la France. Plus l'IPS est élevé, et là j'ai un petit graphique sous les yeux qui est un peu complexe, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas mis à l'antenne clairement le graphique, mais plus l'IPS est élevé, plus l'élève évolue dans un contexte familial favorable à sa réussite sociale. Donc si je prends par exemple un ouvrier qualifié et employé dans les domaines des services, on est à 76 en IPS. Si je prends profession libérale, on est à 177. Qu'est-ce que ça veut dire très clairement, s'il vous plaît, Noémie Ledonné? Ça veut dire que plus on est une catégorie socio-professionnelle qui est défavorisée, on peut appeler ça comme ça, moins on a de chances de réussite pour un élève. Tout à fait. En fait, cet indice, il synthétise vraiment toutes les dimensions de la vie quotidienne de l'enfant qui vont être favorables ou non au développement de ses apprentissages et de ses compétences. Donc oui, évidemment, avoir une mère ou un père ouvrier, ça n'apporte pas les mêmes chances dans la vie que d'avoir une mère ou un père cadre, profession intellectuelle supérieure, qui connaît le système éducatif, qui est passé lui-même par ce système éducatif, qui a obtenu les meilleurs diplômes, qui maîtrise les attendus du système éducatif et est capable d'accompagner son enfant. Mais alors ça, on le sait depuis de nombreuses années, de plusieurs décennies. Vous avez contribué justement à ce que ça sorte, que ce soit révélé enfin et que ça existe. C'est un indice de position sociale, effectivement. En 2016, on est en 2022, donc 6 ans après, l'étude sort, les chiffres, les nombres, si je puis dire, sortent et on le voit. La constatation, c'est que les inégalités sociales, justement, à l'école sont criantes. Pourquoi avoir attendu autant de temps, justement, pour les sortir ? Alors ça, je ne me permettrai pas de commenter sur l'approche de publication en fait, du ministère. Moi, j'ai quitté le ministère il y a bien longtemps. Je travaille aujourd'hui à l'OCDE, donc c'est vraiment pas mon rôle de commenter cela. Maintenant, c'est certain qu'on a des données détaillées au niveau pour chacun des établissements, puisque donc pour décrire la composition sociale d'un établissement, on prend maintenant la moyenne de ces indicateurs pour l'ensemble des élèves de l'établissement. Donc, on arrive à caractériser très finement la composition sociale de chacun des établissements. Et évidemment, ça met à jour des disparités très importantes sur le territoire français, d'une région à l'autre, et aussi au sein des régions, au sein des départements, au sein des académies, au sein des villes, etc. Et donc, on peut aller voir l'IPS de chacun des établissements scolaires. Et donc, évidemment, j'imagine que le ministère devait être inquiet de l'usage qui peut être fait. Et oui, quand on a la chance d'avoir cette IPS qui est révélée, effectivement, pourquoi pas s'en servir plus tôt ? Et c'est de ça qu'ils avaient peur, en fait. C'est-à-dire que ça n'a pas été publié parce que forcément, quand on sait que dans tel établissement, nos enfants vont fréquenter tel ou tel type de CSP, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Alors moi, tous ces acronymes me dérangent un petit peu, et le fait de calculer des indices comme ça, je trouve ça un petit peu arbitraire. Mais je pense que c'est pour ça que le ministère ne voulait pas que ça sorte, c'est parce que les gens vont s'en servir pour affecter leurs enfants quand ils le peuvent. Parce que là où il y a un vrai gros problème, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a une sectorisation des élèves
qui fait qu'en fait, les seules personnes qui peuvent échapper à cette sectorisation sont les gens qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans les écoles privées. Sous contrat avec l'État ou hors contrat, d'ailleurs. Contrat ou hors contrat, peu importe, sachant qu'en général, les écoles hors contrat sont plus chères que les écoles sous contrat, puisque dans les écoles sous contrat, les salaires des enseignants sont payés par l'État. Donc, les frais de scolarité sont toujours très, très, très importants. Ce n'est pas forcément une question de moyens, c'est une question d'information. C'est-à-dire que si les gens ne vont pas dans les écoles, dans les bonnes écoles, c'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est aussi parce qu'ils manquent d'informations. Et en fait, la sectorisation scolaire fait qu'il y a des familles qui sont, qui sont condamnées, entre guillemets, à rester à l'école en bas de chez eux, à se retrouver entre eux et pas forcément avec les gens avec qui ils auraient envie de se retrouver. Et c'est pour ça que le ministère n'a pas voulu que cet indice sorte, parce que forcément, les gens auront envie de sortir leurs enfants de ces écoles-là pour les mettre avec des enfants dont ils estiment qu'ils sont plus favorables, que l'environnement est plus favorable à l'apprentissage de leurs propres enfants. Et pour autant, on a vu des grands lycées parisiens qui ouvraient leurs portes justement à des familles dont l'IPS n'était pas du tout effectivement le même que celui de Paris 6e par exemple. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que la France a une politique très égalitariste et le résultat est très inégalitaire. On est l'un des pays, je ne sais pas si on n'est pas le pays, qui reproduit le plus, voire qui accentue le plus les inégalités à l'école. Est-ce que c'est... Pardon, les indices dont on parle là sont des indices de départ, puisque c'est la CSP des parents, plus il y a le nombre de livres à la maison, le nombre d'heures passées devant la télévision, si je ne me trompe pas, ce genre de choses. Donc ce sont des disparités de départ. Ce n'est pas l'école qui produit ça. Justement, parlons de ces fameux critères. Quand on parle des critères, c'est aussi ce qui est énoncé, parce que je crois qu'on part du principe de nous gagnons tant par mois, mon mari et moi, ou ma famille et moi, etc. Donc, nous relevons ces critères-là. Donc, déjà, à la base, c'est biaisé, parce qu'on ne sait même pas si les valeurs qui sont récupérées sont les bonnes, sont les vraies. Alors ça, il faudrait demander au personnel de l'ADEP qui ont conduit l'enquête pour rentrer dans le détail. Voilà, exactement. C'est un indice qui a été refondé après mon départ et je ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Mais pour revenir à la question, en effet, oui, la France, avec nos enquêtes donc, de l'OCDE, notamment l'enquête PISA, est tenue pour l'un des pays où les inégalités sociales de réussite sont les plus importantes. Et donc, en effet, cet indice apporte des données très fines, de manière publique, on peut s'en saisir, toute personne peut s'en saisir, et ça rend ces inégalités très visibles. Maintenant, je pense que ça peut être facteur de changement, j'espère que ça va déboucher sur du changement, et qu'en fait, ça va, en réifiant en fait, ces problèmes, en les rendant très concrets, ça va porter les autorités publiques à en effet se saisir de ces problèmes d'attractivité pour ces établissements difficiles. De toute façon, la transparence est toujours souhaitable. Tout à fait. Il n'y a pas de, bien évidemment, pas de raison mais de cacher des informations au peuple français. Bien évidemment, la question se pose par rapport aux 6 années où on a caché ces informations. Donc, parlons de cet indice, effectivement, ce IPS. L'indice moyen pour les écoles élémentaires, je parle là, privées et publiques confondues, en 2021-2022, est de 102,77, mais il passe de 49,6 pour une école en Guyane, par exemple, à 155,6 pour une école dans les Yvelines. Clairement, le système est totalement inégalitaire, effectivement, en fonction des catégories. Comment on a pu déjà arriver à un tel système et surtout laisser passer ça, puisque vous avez fait part, justement, vous avez pris part à cette étude, vous avez conduit. Comment est-ce qu'au moment, en 2016, quand vous commencez à parler, à travailler sur l'indice de position sociale, en 2017, on sait que ça influe, on sait qu'il y a un côté inégalitaire. Comment ça se passe pour vous ? C'est-à-dire que c'est... Alors, d'abord, moi, j'étais au ministère en 2009. Oui. Je n'étais pas là en 2016-2017, oui. Pour clarifier. Donc là encore, il faudrait demander au personnel de l'ADEP. Mais vous partez parce que vous vous rendez compte, justement, que non, pas du tout. Je on ne peut pas influer sur les inégalités sociales à l'école, c'est ça ? Non, en fait, il n'y a rien à faire. Moi, si vous voulez, j'ai aidé à la méthode. C'est-à-dire que j'ai identifié les variables qu'il fallait faire rentrer dans la construction de l'indice. Ensuite, je ne suis pas allée regarder... Donc, cette enquête, elle avait été faite, cette étude, cette méthodologie, elle a été mise au point sur un échantillon de 30 000 élèves, qui n'était pas du tout le recensement total de la population des élèves, maintenant sur lequel la méthode a été appliquée. Donc, je n'avais pas du tout l'information sur établissement par établissement ce que ça allait représenter. Mais oui, c'est certain qu'il y a des disparités énormes. Alors ensuite, il faut faire attention, c'est une échelle qui n'a pas vraiment de... Si vous voulez, l'unité de mesure n'a pas de sens en elle-même. Donc, quand on dit on passe de 45 à 160, on ne fait pas x3.
C'est pas une échelle qui vous dit que vous allez avoir 3 fois plus de chances de réussir. Oui, et c'est une statistique, il y a toujours des singularités. Mais moi, je ne comprends pas qu'on soit surpris que dans une école, puisque l'école dont vous parlez dans les Yvelines, c'est une école franco-allemande, enfin bilingue, je ne comprends pas qu'on soit surpris que les gens qui mettent leurs enfants dans une école franco-allemande dans les Yvelines soient plus, pour caricaturer la chose, soient plus riches que les enfants qui habitent en Guyane ou en Martinique et qui mettent leurs enfants dans l'école, à l'école du coin. Alors là où on est surpris, il n'y a pas de surprise. Là où on est surpris, c'est de voir à quel point on connaissait déjà les inégalités sociales que crée l'école. Oui. Et qu'on n'arrive pas, malgré justement ce taux d'indice qui est précis, qui nous apporte une précision en plus, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres, et qui sont criants, et qui révèlent effectivement qu'on a besoin justement de cette mixité sociale. Alors, on a besoin de cette mixité sociale. Ce dont on a besoin en France, c'est de liberté pour mettre ses enfants là où on souhaite les mettre. Et ce dont on a besoin, c'est d'une école qui forme les jeunes gens pour qu'ils ne sortent pas sans rien. Mixité sociale, la mixité sociale, c'est peut-être bien, je n'en sais rien. Il y a des pays où on n'est pas obsédé par la mixité sociale et où le système scolaire produit des jeunes gens qui peuvent travailler, qui peuvent faire des études, qui sont plus épanouis que nos jeunes gens à nous. Il y a 150 000 enfants qui sortent chaque année sans rien. Sur une classe d'âge en France, c'est à peu près 700 000, 750 000 personnes. 150 000, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Sur ces 150 000 enfants, il y en a les 2 tiers qui sont des garçons. Et les 3 quarts qui sont des enfants issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne. Donc, et ça, on le sait depuis toujours, c'est écrit dans un livre, enfin dans plein de livres, mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps La fabrique du crétin de M. Brigelli, je ne sais plus son prénom, Jean-François, je crois. Tout ça, c'est écrit dedans, c'est écrit en 2005. Ça fait très longtemps qu'on sait tout ça. Je ne sais pas si la mixité sociale doit être un objectif. Ce que je sais, c'est que quand on habite à Drancy et qu'on doit mettre son enfant à l'école d'en bas, parce qu'on est, entre guillemets, tanké par la carte scolaire et la sectorisation scolaire, parce que les enseignants aussi sont sectorisés. Il n'y a pas que les parents et les élèves qui sont sectorisés. Les enseignants le sont aussi. Donc en fait, on est tous coincés. Moi, je suis enseignante. On est tous coincés par la carte scolaire et la sectorisation scolaire. Et la mixité, ce qui a été voulu par la sectorisation, c'était la mixité sociale. On a abouti exactement à l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui ont pu sont partis. Ils ont pris même parfois des boîtes aux lettres dans Paris pour pouvoir scolariser leurs enfants dans les bons collèges, les bons lycées parisiens. C'est surtout l'école primaire. Pour l'instant, ça va encore. Il y a beaucoup de parents qui subissent avec de plus ou moins bonne grâce l'école primaire d'à côté. Mais à partir du collège, ceux qui peuvent choisissent. Est-ce que vous partagez l'avis de Lisa Kamenersik, Noémie Ledonné ? Je pense que vous avez dit beaucoup de choses très justes. Et donc, je souscris beaucoup à ce que vous dites sur l'urgence d'équiper ces élèves qui pourraient sortir du système éducatif sans diplôme, et notamment l'urgence d'enseigner à ces garçons qui sont en risque de décrochage scolaire. Je pense que c'est une urgence claire. Et ce qui est sûr, c'est que ce que les données d'IPS mettent à jour, c'est qu'on a une forte concentration, très forte concentration des élèves défavorisés dans certains établissements. Oui. Et par exemple, la Seine-Saint-Denis est un territoire où on a une forte concentration de ces élèves. Et donc là, 61% des écoles en dessous de 90 au niveau effectivement de l'indice de position sociale. Alors là, c'est quand même flagrant, quoi. Et alors, en plus d'ailleurs, je me pose la question de savoir si l'indice de position sociale est en relation avec les fameuses REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Alors, je pense qu'il y a un bon degré, en effet, de recouvrement. Ceci dit, comme en fait le système d'éducation prioritaire a eu tendance à continuer de faire rentrer des établissements dans le système, donc pour qu'ils bénéficient des politiques de soutien, sans faire sortir les établissements dont la composition sociale a évolué favorablement, dont les résultats scolaires ont évolué favorablement. On a parfois au sein de la politique d'éducation prioritaire des établissements qui ne sont plus prioritaires, qui bénéficient toujours des moyens. Donc il peut y avoir un degré de recouvrement, pas tout à fait de 100%, mais je pense très bon. Et par ailleurs, la politique d'éducation prioritaire prend en effet aussi en compte plutôt des variables au niveau de la communauté, en fait, du bassin local, et non pas parfaitement au niveau des parents, de la population des parents. Donc ça va plutôt être le taux d'inactivité, par exemple, de la communauté locale, donc des mesures de pauvreté, mais au niveau géographique, et non pas parfaitement reliées à la composition
position sociale de l'établissement. Bon, enfin, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de voile. C'est-à-dire qu'en fait, l'indice de position sociale est créé et on l'a. Tout le monde se dit l'école est inégalitaire depuis des années, depuis des décennies. On le voit. Ici, on reçoit tout le monde à chaque fois, que ce soit enseignants, chercheurs, sociologues. Tout le monde s'insurge de la situation et pourtant, on se voile la face. C'est l'idéologie à la française. C'est normal. L'idéologie va contre le réel. Et ça a toujours été comme ça. Plus il y a d'inégalités, plus on applique des politiques soi-disant républicaines. Au fond, pour lutter contre les inégalités, on continue de subventionner un système qui est inégalitaire. Un des moyens d'agir, en tout cas, c'est le budget. C'est là où ça coince. Prenons par exemple les établissements privés. L'État et les collectivités locales leur versent 10 milliards d'euros par an. Nos impôts payent donc une contribution, justement, pour que les bons élèves réussissent. Est-ce que c'est normal, ça? Alors, Noémie Ledonné. Alors, en tout cas, c'est une politique qui est très répandue dans les pays de l'OCDE. En France, on a à peu près 20% des établissements qui sont des établissements privés sous contrat avec de l'aide de l'État. Malgré tout, il y a une part de fonctionnement qui est couvert par les familles. Donc, si vous posez la question du point de vue international, oui, ça a une part de normalité. OK, point de vue français. Point de vue français. Ensuite, je crois que les Français sont assez attachés à l'idée de pouvoir choisir leur école. Et donc, le système éducatif privé, donc les écoles privées, répondent en partie à ce besoin. Maintenant, les conclusions de nos études à l'OCDE sont de dire qu'il faut pouvoir aussi encadrer ce choix pour qu'il n'y ait pas d'effet pervers de ces choix, parce qu'en fait, on se rend compte que ce sont les parents les mieux informés, les plus instruits, les plus riches qui sont capables, en fait, d'aller inscrire leurs enfants dans le système éducatif privé, dans les écoles privées, parce qu'ils vont réussir à passer la procédure de recrutement, trouver les bonnes informations sur l'établissement et aussi payer potentiellement les à côté. Donc notamment donc bien sûr les frais de scolarité, mais aussi acheter l'uniforme potentiellement, participer aux activités extrascolaires qui sont proposées. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que si l'État réintégrait ces écoles pour en faire des écoles publiques, ça nous coûterait beaucoup plus cher en impôts. Parce qu'en fait, l'État ne paye que les salaires des professeurs. Dans ces écoles, les murs sont payés par parfois des congrégations, parfois c'est les parents qui les payent, les uniformes, les manuels, les cahiers. Voilà. Donc en fait, ça nous coûte beaucoup moins cher que si c'était... Et c'est pour ça que l'État a passé ce contrat avec les écoles privées sous contrat. Et il y a des écoles privées hors contrat, dont le coût de fonctionnement par élève est notoirement plus bas que le coût d'un élève dans le public. Donc on sait que quand on met ses enfants dans le privé, quand on fait attention à la dépense par élève, un élève peut coûter beaucoup moins cher que ce qui coûte dans le public. Donc voilà, si on réintégrait ces écoles privées sous contrat, ça nous coûterait plus cher, de toute façon. Et c'est le deal de l'État avec les écoles privées sous contrat. Et si, de mon point de vue, si on voulait vraiment un système véritablement égalitaire, on considérerait que on rendrait l'argent, on donnerait à chaque parent l'équivalent de ce que coûte un élève à l'école primaire. Ça coûte à peu près 7 000 euros, je crois, je ne dois pas me tromper beaucoup, 7 200 je crois. Au collège, un peu plus de 11 000 euros par élève. On rendrait cet argent, on donnerait cet argent aux parents qui ont des enfants. Je sais pas, moi j'ai 2 fils qui sont à l'école primaire, on me donnerait 14 400 euros et on me dirait vous les mettez où vous voulez madame. Et c'est ce qui se passe dans plein de pays, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est ce qui se passe en Angleterre, c'est ce qui se passe en Suède. On donne l'argent soit sous forme de chèque, soit il y a plein de systèmes et finalement les gens scolarisent leurs enfants dans le public, dans le privé sous contrat, dans le privé hors contrat, dans le privé sous contrat simple. Il y a plein de systèmes qui n'existent pas en France, qui existent à l'étranger. Voilà. Et finalement, ce système-là est, à mes yeux, beaucoup plus égalitaire parce qu'il supprime de fait la carte scolaire, il supprime de fait la sectorisation des enfants, et il supprime de fait cette espèce d'entre-soi quasiment obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez mettre vos enfants à Louis le Grand, vous leur donnez 7 000 euros, ils sont obligés de les prendre. Alors j'entends effectivement la proposition. Pour l'instant, le système n'est pas celui-ci. Donc ma dernière question, elle est très simple. C'est qu'au vu de cet indice de position sociale, où on voit que la plupart effectivement des établissements qui obtiennent un indice supérieur à 140 sont des établissements privés, est-ce qu'on peut encore réussir dans le public? Est-ce qu'on a une chance de réussite? Oui, bien sûr, il y a des établissements publics qui réussissent extrêmement bien. Il y a un autre indicateur de l'ADEP qui est très intéressant, c'est l'indicateur de valeur ajoutée des lycées.
qui en fait rend compte de la capacité d'un établissement à faire progresser ses élèves compte tenu de leur niveau socio-économique de départ. Sauf que quand je parle du public, je ne parle pas du public Paris 7e ni Paris 1er. Oui. On est d'accord, je parle de tous les publics. Même dans les zones rurales, les zones reculées. Dans la ville où j'habite, l'indice de position sociale des écoles publiques est supérieur à l'indice de position sociale des écoles privées sous contrat. Donc c'est très variable d'une région à l'autre. Là, je pense que les statistiques qui ont été mises en valeur dans les grands médias sont des statistiques qui sont qui sont très urbaines, enfin grandes villes, et je crois l'ouest de la France, en Bretagne, où de toute façon la tradition de l'enseignement privé est très très présente depuis très longtemps. Donc ça, c'est historique en fait, mais c'est très variable, et je pense qu'on peut réussir dans le public, on peut échouer dans le privé. C'est quand même au départ, pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, pour chaque enfant, pour chaque famille, c'est quand même une histoire singulière. Il faut que chacun fasse son miel avec ce qu'il rencontre dans sa vie. On ne peut pas non plus tout décider au niveau de l'État. Hein. Non, certes, mais c'est quand même un gros marqueur d'inégalité sociale à l'école. Et c'est quand même très compliqué pour beaucoup. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir été aujourd'hui sur le plateau de School TV dans le Grand JT de l'Éducation. Lisa Kamenirsi, je rappelle que vous êtes donc enseignante. Dans quelle ville, pardon ? Alors, vous avez le droit de le dire ? Là, je vis dans le sud de la France, à Avignon. D'accord. Voilà, et également vous êtes journaliste et chroniqueuse aussi. Merci Noémie Ledonné d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes analyste à la direction de l'éducation et des compétences à l'OCDE. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis avec Mathilde Delville, bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée, vous êtes directrice de la communication chez IMG et notamment en charge de Lumière en scène, un spectacle de lumière féerique et original de près de 2 km de déambulation mêlant son et lumière. Mon rêve, j'adore ça. Non, mais ça me fascine. Le premier que j'ai vu, j'avais 5-6 ans, c'était en Égypte, c'était dingue. Ça a commencé ce week-end et c'est dure jusqu'au 8 janvier au domaine national de Saint-Cloud. Racontez-moi comment ça va se passer. Oui, exactement. Donc ça a commencé dès ce week-end. Là, on a déjà eu pas mal de monde qui sont venus. On est assez contents. En fait, Lumière en scène, c'est un parcours effectivement illuminé, à la fois immersif et musical dans le domaine de Saint-Cloud. L'idée, c'est qu'on a vraiment travaillé avec le domaine pour mettre en avant la faune, la flore et également les monuments du domaine. Donc en fait, c'est plein d'illuminations qui vous attendent tout au long d'un parcours. Donc à la fois, ça va être en fait la cascade qui va être illuminée avec un show musical et lumineux. On va avoir des signes qui vont avoir une chorégraphie sur l'eau. On va avoir un jeu d'eau et de lumière et de feu sur un des bassins. Et en fait, bassin ardent, c'est ça ? Bassin ardent, exactement. Ouais. Et l'idée derrière tout ça, c'était vraiment de mettre la lumière dans tous ses états. Voilà. Alors, qui s'occupe de la mise en scène ? C'est un collectif ou c'est quelqu'un précisément ? Alors, c'est un collectif. On a travaillé avec une entreprise allemande qui s'appelle DEAG, qui est spécialiste justement de ce qu'on appelle des parcours lumineux de Noël, enfin des fêtes de fin d'année en tout cas. Et l'idée derrière ça, c'était vraiment de montrer une image à la fois très magique et très féerique du domaine de Saint-Cloud et de vraiment plonger les visiteurs dans ce domaine, dans ce monde merveilleux des fêtes de fin d'année. Alors, le domaine de Saint-Cloud, c'est absolument immense. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille évidemment, c'est très beau. Mais alors, 2 km de déambulation, avec les enfants, il faut pouvoir y aller. C'est-à-dire qu'on prend la poussette, on y va, mais c'est valable. C'est-à-dire qu'en fait, ça plaît aussi bien aux tout petits qu'aux plus âgés. Ah oui, alors c'est vraiment un parcours qui est proposé et adapté pour toute la famille. Alors effectivement, pour les plus petits, c'est mieux de prévoir une poussette et des bonnes chaussures. Mais on a vraiment des enfants qui sont complètement émerveillés par justement toutes ces illuminations. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on a fait aussi appel à des artistes qui du coup ont pu mettre en avant ce domaine et de vraiment vivre la lumière dans tous ces états.
Peut-être pour tous les gens qui nous regardent de province et peut-être de l'étranger, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire rapidement peut-être du domaine de Saint-Cloud? C'est quoi ce domaine? Pourquoi il y a cette magnifique chute d'eau, etc. Cascade. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, je ne suis pas la spécialiste du domaine de Saint-Cloud pour vous répondre. Mais s'il pose la question, c'est qu'il le sait. Non, mais, malheureusement, je ne sais pas. Alors vous savez qu'en journalisme, il ne faut jamais faire ça. Ouais, c'est Poser vrai. une question dont on ne connaît pas la réponse. C'est vrai. Jamais. Il ne faut jamais s'affliger. Mais ça me permet, moi, de poser une autre question. Par rapport, vous savez, aujourd'hui, évidemment que nous sommes tous intéressés et préoccupés par les soucis énergétiques. Forcément, Lumière en scène pose la question de l'énergie, des dépenses, effectivement, par rapport aux lumières. Et j'imagine que vous avez réfléchi à ça et que c'est au cœur du dispositif. Oui, bien sûr. La sobriété énergétique, ça a vraiment été un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi. Aussi parce que ça peut paraître de l'extérieur un peu, j'ai envie de dire, aberrant de voir toutes ces lumières allumées alors qu'on nous demande de faire des efforts sur le sujet. Mais justement, on a pris le problème à bras-le-cœur. Alors, il faut savoir que en fait, l'ensemble du dispositif, donc c'est environ 9000 ampoules, mais qui sont toutes en LED, donc recyclables et réutilisables, et puis à moindre consommation énergétique. Et ensuite, on a également travaillé sur les horaires d'ouverture. Donc, le parc est ouvert, enfin, en tout cas, Lumière en scène est ouvert de 17h à 23h et toutes les illuminations sont éteintes juste après la sortie du dernier visiteur. Donc, ça ne reste pas allumé toute la nuit. J'en rassure certains d'entre vous peut-être. Et on a également réduit les jours d'ouverture de 10% environ, justement pour aussi répondre à cette sobriété énergétique et à tous les efforts qu'on nous demande de faire. Et donc la ville de Saint-Cloud était ravie, j'imagine, et c'est pour ça qu'ils ont validé le projet. C'est parce que justement, ça correspond aussi aux attentes en matière de dépenses énergétiques. Exactement, tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils ont bien évidemment collaboré avec nous sur ce projet. C'est la deuxième édition. Et alors, je revien sur l'idée, mais c'est pas la même question, mais presque. Mais pourquoi avoir choisi le parc de Saint-Cloud? Vous êtes, on dit une clodoaldienne, c'est ça? Je sais pas. Alors, pas du tout. Je suis une Parisienne. Mais c'est vrai qu'on cherchait un lieu, en fait, où on voulait vraiment un espace qui soit adapté pour accueillir toutes ces lumières. C'était important pour nous aussi qu'on puisse travailler autour d'une promenade. Je pense que c'est ça aussi l'intérêt de Lumière en scène. C'est pas des attractions, c'est vraiment une promenade dans le parc. Donc on va prendre l'air, on va se dépenser et on profite de la nature. Et on voulait vraiment un lieu qui soit capable de recevoir toutes ces lumières, mais que ces lumières soient aussi une manière de prolonger le lieu en tant que tel. Et c'est pour ça que le domaine de Saint-Cloud s'y prêtait particulièrement. Les 5 sens en éveil, donc évidemment la vue, on le voit avec la lumière, le toucher pour tout ce qu'on peut voir et regarder, l'odeur avec les fleurs, les plantes. Et est-ce que aussi la musique, j'imagine, doit être importante? Est-ce qu'il y a eu un travail fait là-dessus? Alors il y a un gros travail qui a été fait sur la musique. Quand on parlait de parcours immersif tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'effectivement on se promène dans le domaine, mais tout au long de la promenade, on a des chansons qui nous rappellent notre enfance, qui nous rappellent les fêtes de fin d'année, qui nous rappellent Noël. On a également, par exemple, la grande cascade va vraiment être illuminée et chaque morceau de musique va être adapté au jeu de lumière. On va avoir différents endroits dans le parcours comme ça, en fonction des œuvres des différents artistes, des musiques spécifiques. Donc on est vraiment, c'est pas juste une promenade, c'est vraiment à la fois on s'en prend plein les yeux de par ce qui se passe autour de nous. On est très émerveillés, c'est absolument féerique et en plus de ça, effectivement, il y a toute la musique qui accompagne. Loïc Landreau, vous qui suivez tout sur les réseaux, est-ce que vous avez vu beaucoup d'images déjà? Beaucoup. Déjà ce week-end, j'ai déjà effectivement des gens dans mon réseau qui ont mis des stories. Déjà, c'est très instagrammable. Donc, c'est comme ça aussi que le bouche à oreille se fait. Mais ce qu'on voit, c'est extrêmement beau. J'ai notamment, moi, été très intrigué par les lasers. Il y a une espèce de forêt à un moment donné de lasers. Comme vous savez, quand les voleurs essayent de passer dans les musées avec ces lasers de sécurité qui sont verts, me semble-t-il. Exactement. Et en fait, voilà, on est dans une allée parce qu'il faut voir que le parc de Saint-Cloud, ce sont de très grandes allées bordées donc de chênes, me semble-t-il, ou de platanes. Et donc, ça donne comme ça une espèce de profondeur incroyable à la lumière. Et c'est juste beau. C'est incroyablement beau. Et ces couleurs d'automne, avec les couleurs des lasers et des lumières, ça magnifie tout. C'est assez incroyable. Allez voir si vous avez les réseaux sociaux. Ça donne un petit avant-goût. Ouais. Oui, c'est l'œuvre en fait de Tom et Liane de Kiver pour Light Art Collection avec
avec qui on a travaillé et qui appellent ça en fait le rhizome. Et effectivement, on a vraiment cette impression de vouloir passer à travers les cordes qui sont tendues entre les arbres de couleur verte. Et c'est vrai que c'est vraiment toute la spécificité de Lumière en scène, c'est-à-dire que tout au long du parcours, on ne sait pas du tout à quoi on va s'attendre. Et c'est vraiment une surprise à chaque détour, à chaque avancée. Effectivement, il y a les endroits sur la terrasse du domaine où il y a plein d'endroits, on va dire effectivement instagrammables, où les gens peuvent se prendre en photo, qui fonctionnent très bien. Il y a aussi un autre endroit où il y a une espèce de forêt mystique avec plein de jeux de laser, de fumée, etc. On a, nous, ce qu'on appelle les rideaux célestes, qui sont en fait des lumières, des ampoules qui sont suspendues, et on passe à travers ces ampoules, les enfants adorent. Voilà, donc c'est vraiment une sortie en famille pour rêver et entrer dans la féerie des fêtes de fin d'année. Alors, on se doute que l'idée de le faire en hiver était pour qu'on puisse avoir la nuit le plus tôt possible. En revanche, il va falloir être optimiste sur le temps, si la météo s'y prête ce week-end. Oui, alors on le souhaite. Effectivement, c'est sûr qu'on a les aléas de la météo. On a eu la chance qu'il fasse beau le week-end dernier. Alors, c'est aussi pour ça que, du coup, on a sur le mois de novembre, où on sait que c'est toujours un peu pluvieux, etc. On a aussi fermé les lundis, mardis, hors vacances scolaires. Et on compte sur la météo plus clémente les autres jours, mais voilà, enfin, on sait aussi que c'est un événement qui fonctionne bien au moment de Noël, au moment des fêtes de fin d'année, pendant les vacances scolaires, qui est vraiment une sortie qui permet de faire une bonne digestion. C'est gratuit ou payant ? Alors c'est payant, à partir de 16 € pour les enfants et 20 € pour les adultes. À partir de 16 € pour les enfants, Ouais. C'est quoi ? C'est en fonction de l'âge que ça change ? Alors, c'est en fonction des jours aussi. D'accord. Du coup, ça va être un peu plus accessible en semaine par rapport au week-end. D'accord, très bien. Merci beaucoup Mathilde Delville d'être venue avec nous. Ça va bien se passer. Mais nous, on va aller avec elle. Nous, on va aller avec elle. C'est pour ça. C'est les lumières, ça, tout d'un coup, il y a mon cerveau qui... je rappelle, vous êtes directrice de communication chez IMG, donc le spectacle de Lumière en scène qui a débuté ce week-end et qui continue au Parc de Saint-Cloud, et ce jusqu'au 8 janvier ? Exactement. Parfait, eh bien on y sera alors. Foncez-y, vous aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie, merci. Tout de suite, c'est à vous, chers amis, j'allais dire. Vous êtes plusieurs à l'intérieur. Oh, on est même trop. Cher Loïc, je vous avais formulé une demande très précise la semaine dernière. Nous parler de l'origine du fameux blanc liquide correcteur, pour ne pas dire le nom de la marque très connue. Oui. Est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes à me dire ? Vous allez me dire oui, évidemment. Mais oui, évidemment. Passionnante. Mais d'abord, peut-être un petit quiz, parce que je sais que vous êtes une rockers. Rock and roll. Donc, est-ce que vous connaissez le groupe The Monkees ? Ah oui, j'adore en plus. Alors, on va peut-être juste écouter un petit extrait pour ceux qui ne le connaissent pas. J'adore. Ben oui, ça ramène à une époque que je n'ai pas connue, où on faisait des trucs bizarres comme ça quand on dansait. C'est vrai, non ? Elle rigole. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle rigole. Bon, ils ont fait donc ça, The Monkees, et c'est un groupe américain qui a été créé de toutes pièces, de façon complètement marketing, un peu comme les boys bands, vous voyez, To Be Free, Ah non, vous n'allez pas me comparer les Monkees. Quoi ? Non, avec les boys bands, non, ça marche pas. Non, okay. Je réfute. L'idée, c'était en fait de contrecarrer un peu les Beatles. Voilà, et il y a un producteur américain qui a pris 4 jeunes rockers dans le vent, qui leur ont fait faire du coup des albums, mais aussi une série télévisée dans laquelle ils ont tous joué, qui a eu énormément de succès entre 66 et 68. Le groupe s'est séparé en 1970, donc ça n'a pas tenu très longtemps. Ok, alors ça c'est forcément très intéressant, mais quel rapport avec le fameux correcteur liquide blanc ? Eh bien, c'est la mère de Michael Nesmith, qui est l'un des chanteurs et guitaristes de The Monkees, qui a inventé le blanc. Mais non. Eh ben si, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Elle s'appelle Beth Nesmith Graham. Et en 1951, elle travaille comme secrétaire auprès d'un des dirigeants de la Texas Bank and Trust. Texas Bank and Trust. À l'époque, donc évidemment, il n'y a pas l'ordinateur. Donc, elle tape toutes sur des machines à écrire, bien sûr. Donc, tous les documents, les lettres, etc. Et à cette époque, c'est des toutes nouvelles machines à écrire qui sont équipées d'un ruban en film de carbone. En fait, c'est sur ce ruban que les lettres de la machine viennent percuter pour s'incruster dans la feuille. Et sous cette forme, en fait, le carbone ne permet aucune erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun outil, aucun produit qui peut le gommer.
Donc ça veut dire que si une secrétaire à l'époque se trompe effectivement sur les derniers mots du texte, il faut qu'elle réécrive entièrement le texte. Voilà, c'est ça. Donc c'est complètement frustrant, complètement énervant, complètement chronophage. Et donc notre Beth Nesmith Graham, elle se met en tête de trouver un procédé qui permette d'effacer ces fautes de frappe et de réécrire par-dessus. Alors un jour, on est en période de Noël, elle arrive dans le hall de sa banque et là elle voit des peintres qui sont en train de décorer, ils mettent des petites boules, des sapins, des Pères Noël. Et elle remarque que ces peintres, quand ils se trompent, ils refont pas tout le dessin depuis le début. Ils prennent une nouvelle couche de peinture, ils passent par-dessus l'erreur et ensuite ils repeignent. Et là, bam, elle a l'illumination, elle se dit mais évidemment, il faut qu'on recouvre la faute d'orthographe et qu'on puisse retaper par-dessus. Donc elle commence à faire des petites expériences dans sa cuisine avec notamment de la peinture blanche à base d'eau et figurez-vous que ça marche. Elle a dû courir partager évidemment son invention avec tous ses collègues. C'est exactement ce qui se passe. Elle retourne à son bureau, elle montre à toutes ses collègues secrétaires et ça fait un carton. Mais imaginez-vous, en fait, c'est révolutionnaire, ça change complètement leur quotidien. Donc du coup, ses collègues commencent à lui en demander de très très grandes quantités. Elle vend d'ailleurs ses premiers lots fabriqués avec son robot mixeur. Elle faisait le liquide avec le robot mixeur sous le nom de Mistake Out. Donc l'erreur dehors. Fini l'erreur. Très quoi, ingénieux en gros. quand même. Ouais. Voilà, c'était en 1956. Ensuite, elle quitte sa banque où elle se fait virer. En fait, on ne sait pas trop. Et elle se met à temps plein sur sa nouvelle invention, bien aidée par son fils, donc Michael, celui de The Monkees de tout à l'heure, qui l'assiste dans la préparation des commandes. 2 ans plus tard, elle retravaille un petit peu la composition du produit en y ajoutant des produits chimiques comme du dioxyde de titane et des solvants. Elle dépose un brevet et elle nomme son invention Liquid Paper en 1958. Elle est géniale cette femme. Elle est superbe. Imaginez-vous une secrétaire des années 50 qui révolutionne l'industrie et qui est devenue, c'est l'une des premières grandes femmes entrepreneurs des années 50. Et vraiment, elle a changé la donne et elle a montré aux femmes que c'était possible. C'est vraiment comme ça qu'elle est connue et considérée dans la société américaine aujourd'hui. Alors, juste un petit mot quand même sur... on peut le dire, le nom de la marque Alors, connue oui, ou pas? on peut le dire parce que c'est devenu un nom commun, figurez-vous. Et oui. Et il y a même un verbe, typex. Eh ben, il y a un verbe qui c'est typexer. Et oui, C'est dans le Larousse? Oui, c'est dans le Larousse. On peut typexer quelque chose. Donc, on peut le dire. Alors, Typex, c'est une entreprise allemande qui a inventé, lui, le papier correcteur pour les machines à écrire en 1959. Donc là, c'est pas du liquide, c'est un petit bout de papier blanc qui se colle sur la feuille et sur lequel on peut réécrire. Donc elle commence comme ça, et c'est en 1965 donc, que l'entreprise lance les flacons correcteurs, à peu près au même moment donc, que Beth Nesmith Graham aux États-Unis. Et en 1996, donc, Typex est racheté par Bic, qui déploie évidemment les produits à travers l'Europe. Et voilà, et donc effectivement, le nom est passé dans le langage commun. On dit typexer, j'ai typexé et, etc. Nous typexons, vous typexat, il typexam. Compris quoi. Et au plus que parfait, ça donne quoi? Oh, ils eussent typexé. Bravo. Merci. Merci beaucoup, merci Loïc. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard qui accueille son invité pour son atelier. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Dorothée Pousséo. Bonjour Dorothée. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, vous êtes actrice et directrice artistique, mais c'est surtout dans le doublage que vous avez fait carrière, puisque vous êtes notamment la voix française de Margot Robbie ou encore des Sœurs Olsen. Exactement. Donc forcément, votre voix va nous dire tout de suite quelque chose. Oui, voilà. Du coup, ça traverse un petit peu les générations. Vu que j'ai commencé moi-même toute petite à l'âge de 9 ans et après j'ai toujours continué en fait à faire du doublage. Donc aujourd'hui, il y a des gens de 8 ans, 15 ans. Ça fait 20 ans qu'on entend votre voix en fait. Un peu plus. C'est gentil, merci. Mais vous avez 29 ans. Voilà. Alors vous serez également en 2023 la voix d'Adèle, de Mortel Adèle, la fameuse BD d'Antoine Doll qui sera adaptée en série d'animation. Oui, vous avez déjà cette info, d'accord. Moi, je ne savais même pas si c'était secret ou pas, donc apparemment non. Bah non, puisque je le sais. Hein, il y a surtout l'album en fait, de Mortel Adèle, le deuxième album, un album de Noël qu'on a fait, qui sort là, le 23 novembre. D'autres projets dans les prochains mois? Oui, pas mal de projets. Alors, c'est toujours un peu compliqué, parce que dans notre métier, on a des clauses de confidentialité. Et on rien que vous ne puissiez évoquer. Là, tout de suite, non, je pense qu'on a dans le projet d'en faire d'autres, j'espère, avec Antoine Doll et Diane Lefeyer. Et Aldebert, donc Aldebert qui a fait le premier album Show Bizarre.
On a fait donc celui-là l'année dernière. Là, on vient d'en faire un pour Noël. Et on a dans le projet, je pense, d'en faire un autre l'année prochaine, un show bizarre 2, j'espère. On arrête les projections dans le futur. On Voilà. fait un petit flashback. On va se remémorer ensemble donc vos souvenirs d'écolière. Quel genre d'élève étiez-vous? Quel genre d'élève? Alors moi, en fait, j'étais plutôt sérieuse, mais parce que je n'avais pas le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon père est très strict, enfin mes parents, mais surtout mon père. Et il me disait, si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'as pas le droit de tourner ou jouer au théâtre ou faire toutes les activités que j'avais envie de faire. Et donc, vu que vous aviez commencé à 9 ans, Voilà, donc en fait, j'ai commencé même à 6 ans. En fait, j'ai commencé le théâtre à 6 ans. Et à 7 ans, j'ai été prise pour jouer Le Malade imaginaire avec Michel Bouquet. Et la pièce a duré 2 ans, ça a été un gros succès. mais du coup, vous jouiez quand? Quoi, au théâtre, le soir? Ouais, tous les soirs? Ah non, alors quand on est enfant, c'est 3 soirs par semaine. Ah oui. Et on est en alternance. C'est déjà beaucoup, hein. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est que j'entrais à minuit, puis j'allais à l'école le lendemain. Mais j'étais dans une école à horaire aménagé. D'accord. Donc voilà, donc c'est un parcours un peu particulier. Du coup, j'ai une scolarité particulière, puisqu'on est comme dans les enfants qui ont des sports-études. Voilà, j'allais à l'école le matin de 8h à 13h, 5 heures intensives. Et après, c'était fini pour la journée. Donc après, place à l'artistique, aux activités, à l'ouverture vers le monde, vers d'autres choses que l'école. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette expérience. Et du coup, vous avez grandi à Paris? J'ai grandi à Paris, mais je sais que maintenant, il y a beaucoup de sports-études et d'écoles à horaires aménagés un peu partout en France. À mon époque, il n'y en avait pas beaucoup. Dans Même Paris, dans dans le Paris, centre? il y en avait peut-être 3. Et oui, c'est l'école des enfants du spectacle. D'accord. C'est dans quel quartier? C'est à Jussieu. D'accord. C'est collé au Paradis Latin. D'ailleurs, on faisait nos spectacles de fin d'année au Paradis Latin. C'était plutôt sympa. Et en fait, oui, on était... donc, dans cette école-là, il y avait des enfants... il y a eu même Charles Aznavour. Bon, évidemment. Mais non. Pas en même temps que moi. Ah bon? Il y a eu Pas en même temps? Bah, on a non, dit que quand vous avez même pas. 29 ans, Mais c'est oui, impossible. pas possible. Donc oui, non, il y avait Charles Aznavour, entre autres, dans cette école. Et donc, elle existe depuis très longtemps. Et c'est une école qui va du... Alors, à l'époque, moi, c'était ça que j'ai commencé au CP, mais je crois qu'il n'y a plus de CP maintenant. Je crois que ça commence au CE1, ou peut-être même CE2. Mais donc, c'était du CP à la 3e, au Ouais. brevet. Et après, le lycée, on partait au lycée Racine, ou Brassens, ou ailleurs. Moi, j'étais au lycée Racine, qui continue soit à plein temps pour d'autres enfants, soit à horaire aménagé pour les enfants comme moi. Et donc, il y avait des patineurs, des danseurs de l'opéra, des chanteurs, des musiciens du conservatoire, des enfants qui pratiquaient des activités à très haut niveau. Donc, ils faisaient par exemple 5 heures de piano par jour, ou de violon, ou de n'importe quoi. Et donc, vous, c'était le théâtre? Moi, c'était le théâtre et la danse. En plus? Voilà, oui. Je faisais beaucoup. Et la danse, après, ça s'est arrêté? La danse, j'ai continué jusqu'à 23 ans. Et j'ai passé un diplôme de fin d'études au conservatoire, un DFE, une sorte d'équivalence, voilà, pour me dire que j'ai un petit bagage au cas où j'ai envie de changer de voie, ou voilà, ça servait. Parce que je me suis arrêtée après le bac, D'accord. que j'ai passé tôt, je l'ai passé à 16 ans, parce que du coup, je voulais m'en débarrasser. Moi, je me suis dit... Vous étiez en avance, alors? J'avais une année d'avance seulement, mais je me suis dit, je la garde. Ah oui, parce donc que très bonne élève. Non, mais bonne élève, franchement, j'aurais pas eu mon père qui me forçait à être bonne élève, parce que sinon, j'avais pas le droit de tourner un film si j'étais pas bonne élève. En plus, même pas que les parents, parce qu'il y a l'ADAS qu'on appelle, qui donne son autorisation pour tourner. C'est-à-dire qu'elle va lire les scénarios, elle Ouais. protège l'enfance de 0 à 16 ans. Ouais. Et heureusement, ils nous suivent bien. Donc en fait, ils lisent le scénar, etc. Ils voient s'il n'y a rien de dangereux psychologiquement pour l'enfant, à tourner, à jouer ou à doubler. D'ailleurs, pareil. Et ensuite, si c'est bon pour eux, il faut aussi que l'enfant ait de bonnes notes. Parce que s'il ne suit pas à C'est l'école, vachement bien. il ne peut pas louper. Voilà, ils nous surveillent beaucoup. Ça fonctionne toujours de la même manière? Toujours. C'est toujours pareil. Et mes enfants, maintenant, travaillent aussi. Elles Ouais. font surtout la grande... Ah, vous avez fait travailler vos enfants? Ouais, c'est pas vraiment moi, mais disons qu'elles me voient faire, elles ont envie, puis elles voient qu'il y a des enfants qui font, alors elles disent, mais moi aussi je veux Elles faire. ont quel maman. âge? Elles ont 8 et 5. Ok. Donc CE2 Même et celle de 5 ans, elle y est CP. déjà? Ouais, bah alors elle vient de faire un film où elle fait la fille de Mel Gibson. Waouh! Ouais. Dans un film qui va sortir... Là, pas du doublage, actrice. Actrice, qui va sortir bientôt. Et, qui Un film s'appelle On the américain, Line. alors? Un film américain qui s'appelle On the Line. Et voilà, oui, parce que les deux sont bilingues, en fait. Et j'ai voulu leur offrir ça. Parce que je me suis rendu compte, justement, vu qu'on parle d'école, je pars en transition, je ne sais pas si c'était une question plus tard ou pas. Allez, allons-y. Mais allons-y. En fait, je me suis rendu compte que on a voyagé beaucoup, j'allais beaucoup depuis l'âge de 9 ans, 10 ans, mes parents me mettaient dans des familles aux États-Unis, tu sais, où on faisait l'échange, Ouais. voilà. Donc c'était des échanges pendant l'été, et en fait, ça a très bien marché. C'est vrai que c'est un bon moyen pour apprendre une langue, Ouais, bien évidemment, sûr. d'être en immersion.
Bah, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou comme on apprend beaucoup plus facilement petit. Et puis évidemment, en grandissant, je me suis rendu compte que quand j'ai fait du piano et du violon aussi, quand tu joues d'un instrument de musique... Vous avez tout fait. Mais parce que j'avais le temps, parce que je sortais à 13h de l'école. Moi, je suis pour l'école où on finit tôt, justement. Mais on était 15 dans la classe. Ah oui, on était d'accord. des petits effectifs, donc forcément... on apprend plus facilement quand on est entre 12 et 15 et que... Ça, c'est certain. Voilà, et puis Il y a après, on plus n'avait pas d'attention pour d'activité à nous. l'école. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de sport, pas de dessin, puisque ça, on le faisait en dehors de l'école, à très haut D'accord. niveau, tous. Donc, on n'avait pas besoin. Donc, on faisait juste toutes les matières obligatoires, mais tout ce qui était un peu superflu, il n'y avait pas. Et comme ça, c'était 5 heures intensives, et ensuite, on pouvait découvrir plein d'autres choses. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Dorothée Pousséo pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, on se retrouve demain tout de suite. C'est le meilleur de School TV, les meilleurs moments, les plus grands moments de School TV avec le ZAP. Les auteurs sélectionnés par l'Académie Goncourt ont fait un tour de France pour aller à la rencontre des élèves. Tout à fait, ça s'est passé dans le courant du mois d'octobre, dans 7 villes de France. Pour se lycée, par exemple, à Providence, dont je vous parlais, la rencontre a eu lieu à Lille, avec 3 autres lycées de Beauvais, Lens et Hasbrook. Ça s'est passé au Théâtre du Nord, rencontre avec 11 des 15 auteurs en lice. Et c'est là, c'est vraiment génial, parce que les auteurs et autrices sont au service des jeunes pour un moment d'échange, de partage. Les élèves peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. On vit ça comme une chance, disent-ils. C'est très intéressant d'avoir un contact direct avec les auteurs, d'avoir leur perception, de comprendre comment sont nées leurs œuvres. Ça m'a beaucoup touchée, explique par exemple Erin. Et même pour les auteurs, ce moment est vécu comme quelque chose d'unique. Par exemple, Monica Sabolo, qui est en lice pour le prix avec son roman La vie clandestine, publié chez Gallimard, dit que les lycéens, ce sont ses interlocuteurs préférés pour leur sincérité et la pertinence de leurs questions. On lit, on débat, on rencontre les auteurs. À un moment, il faut voter. L'heure vient des délibérations régionales. Tout à fait, qui auront lieu aujourd'hui même d'ailleurs. Le jury régional réunit les délégués élus dans chaque classe et ensemble ils débattent et délibèrent vraiment pour finalement élire 3 ouvrages qui iront donc en finale, dernière étape, les délibérations nationales cette fois, jeudi prochain, au cours desquelles on saura qui est sacré prix Goncourt des lycéens pour cette année 2022. Ça reine, comme d'habitude. Voilà, exactement. Suspense, résultat jeudi. Quel impact sur l'école ? On est parti pour couper le chauffage ? Sérieusement ? Non, pas couper le chauffage, mais réduire. Là, on est déjà qu'à 19 degrés dans les écoles. Alors, c'est frais. Mais comment on réduit le chauffage, monsieur le maire, en décembre ? Comment, surtout, moi, je me mets Non, mais on maintient à votre 19 place. degrés. Non, Comment en fait, vous expliquez ça aux parents ? En fait, moi, je vais, comme d'autres communes l'ont fait, on va faire un courrier à tous les habitants de la ville, parce que la vidéo a eu un certain impact, mais il faut le redire, parce qu'il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux gens. Et je pense que les gens comprennent. Ils comprennent que derrière, il n'y a plus de taxe d'habitation, parce que l'État nous l'a récupéré, et il n'y a pas de compensation. Nous, on est sous-compensés, donc vous ne payez plus, ou les derniers, ceux qui avaient les revenus les plus hauts. Bon, la taxe foncière va exploser, je pense. Et la taxe foncière, oui. à Paris, 52% d'augmentation. Ouais. Donc nécessairement, l'État vous dit très clairement, vous devez, on vous retire des ressources. Les prix des prestations que la ville va devoir. Absolument. On a des avenants avenants sur avenants. Ouais. Donc les écoles sont impactées parce que la température reste figée à 19 degrés. Il y a des investissements qui ne sont pas faits par certaines communes. Nous, on a fait le choix d'investir justement sur la rénovation thermique des bâtiments. Vous allez Et aussi notamment investir des écoles. dans des doudounes ou des polaires. On a vu certains maires faire ça. En 2022, on en est là. Quoi. Non, mais c'est terrible. c'est un déclassement. Ils achètent des polaires. Quoi. Mais c'est dingue. Les jeunes filles qui viennent vous rencontrer au sein d'Elle Bouge, je rappelle qu'Elle Bouge, c'est cette association absolument formidable qui, depuis plus de 15 ans, œuvre justement pour rapprocher professionnels, expertes des industries et les jeunes filles et jeunes femmes qui voudraient embrasser justement ces carrières technologiques, scientifiques, industrielles, des actions qui sont menées dans la France entière, justement, de jumelage avec ces rôles modèles. Ces jeunes filles, elles viennent vous voir avec quelle image au départ des industries ? Parfois avec une méconnaissance totale et des métiers et du secteur d'activité, et même qu'il y a la possibilité qu'il y ait des femmes qui puissent y venir. Comme le disait Pierre Weltz, et avec un grand sourire, ce qui est vraiment agréable d'en parler de cette manière, c'est que les stéréotypes sont vraiment ancrés, fondés. On a du mal parfois à les dégager. C'est une image d'une industrie. Donc quand on parle de cette industrie qui est physique, qui est sale,
sociale qui est parfois dégradante, qui n'est pas valorisée. Et donc la rencontre avec nos 9000 bénévoles en France et dans le monde, et particulièrement 7500 marraines, nous permet de déconstruire ces stéréotypes, qu'ils soient inconscients, induits, qu'ils soient même parfois cultivés par les médias, par les réseaux sociaux, par les professeurs, évidemment les premiers prescripteurs d'orientation, les parents. Donc cette semaine de l'industrie, qui vraiment, son titre est parfait, Agir pour une industrie d'avenir, on a de cesse de dire aux jeunes, vous êtes l'avenir du pays, vous êtes l'avenir du monde même, donc il faut qu'ils puissent, et les filles en particulier, pouvoir se projeter. Les petits champions de la lecture, c'est un concours de lecture à haute voix. Oui. En bibliothèque Onstet. Enfin, moi, j'ai plus Ah souvent, non, surtout pas. Alors, racontez-nous ça. Non, ça, c'est les médiathèques telles qu'elles existaient il y a une vingtaine d'années. Je viens de me faire traiter de... Non, mais en tout cas, les bibliothécaires font en sorte vraiment que cette image de médiathèque évolue, en fait, parce que, justement, on fait en sorte que, effectivement, que chacun puisse trouver son compte, et bien évidemment, il faut respecter aussi... des zones de silence, voilà. Mais on fait lire à haute voix, etc. Mais c'est ça, voilà. Et ben, vous allez nous dire tout à l'heure ce que ça apporte, la différence que ça apporte de lire à haute voix. Les budgets sont en train d'exploser, les prix, on a parlé des prix d'énergie. Qu'en est-il des prix concernant les denrées alimentaires? On pense forcément école, on pense forcément à la cantine, avec des tarifs, on a dit, entre plus 5, voire plus 10%. Dans certains cas, Amiro, je t'avais dit, est-ce que les tarifs qui augmentent à la cantine, ce n'est que le début? Oui, c'est le début. Alors, il faut expliquer à ceux qui nous regardent pourquoi les prix des denrées alimentaires augmentent. C'est pas uniquement le prix de la graine, etc. C'est la logistique. Il y a de la logistique. Entre l'endroit où les denrées alimentaires poussent et l'endroit où elles sont consommées, il y a de la logistique. Et la logistique, elle fonctionne avec des énergies, notamment fossiles. Voilà. D'où l'explosion, effectivement, des coûts des denrées alimentaires. Alors, nous, à Suresnes, on a choisi d'absorber ces coûts-là. Et donc, c'est effectivement la ville qui va prendre à sa charge. Oui, mais comme je vous ai dit que les budgets des villes maintenant sont encadrés, il faudra qu'à un moment on choisisse. Et à un moment, tous les maires devront arbitrer sur les dépenses. Et là où on va payer en plus pour se chauffer, pour les denrées alimentaires, etc. C'est de l'argent de moins pour la culture, c'est de l'argent de moins pour tout. Pour tout. Le moteur de l'industrie de demain, c'est la compétence. Et cette compétence, elle va drastiquement changer. Là aussi, c'est intéressant pour construire cette école du futur et ces formations du futur, Pierre. Oui, le grand défi actuel, c'est que l'industrie est en train de muter. Elle revient aussi, on parlera peut-être tout à l'heure de la géographie aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que l'industrie va disparaître de nos pays. Je crois que c'est absolument pas vrai. On la voit revenir d'ailleurs, mais avec des besoins en compétences qui sont quand même sensiblement plus élevés qu'avant. On a toujours des boulots peu qualifiés, mais il en faut aussi pour donner du travail à tout le monde. Mais de plus en plus, les métiers industriels sont très qualifiés, demandent des compétences, des formations, et plus que la plupart des métiers tertiaires. Donc c'est un sujet très important. Et on a un peu de mal aujourd'hui à trouver ces gens. Tous les industriels vous le diront, le problème numéro 1 maintenant, c'est de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Parce que notre système de formation est peut-être pas tout à fait encore adapté à ça, et surtout parce qu'il y a toujours cette image négative et à mon avis tout à fait fausse de l'industrie chez une grande partie des jeunes. Donc comme d'habitude, tous jouent dans les images. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. On se retrouve évidemment demain à même heure. Vous nous retrouvez sur le canal 247 des Freebox et schooltv.com. Merci beaucoup Loïc. Merci Virginie, merci à tous. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine, vous savez déjà ou pas? Oui, je sais un peu. J'ai envie de vous raconter l'histoire du prix Nobel. En fait, on étudie beaucoup de prix Nobel en fait, à l'école depuis le début, mais qui est derrière le prix Nobel? Il y a une super histoire, notamment de quelqu'un qui a inventé la dynamite et qui a voulu se racheter en créant le prix Nobel. Je vous raconterai ça la semaine prochaine. J'adore, voilà, j'ai hâte. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe aujourd'hui. À la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Maxence Mogin. Au maquillage, c'est Emma Razafindra-Lambeau. Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Très bonne soirée à tous et à demain. Ciao.